Tu veux me faire croire que tu as passé 20 ans de ta vie à classer des papiers, dans une obscure bibliothèque militaire, hurla Élise. Sa voix stridente, perçante, coupa net le tintement des verres et le brouhaha de la foule. Elle pointa un doigt manucuré droit sur mon visage, puis, d'un geste sec, enroula son bras autour de celui de son mari. Mon Dieu, que c'est pathétique. Mon mari travaille pour la CIA. Lui, il attrape de vrais terroristes. Il y a des niveaux dans le service à la nation, Laura. C'est à ce moment précis que son mari aperçut l'encre délavée sur mon poignet. Il agrippa le bras de sa femme, son visage se vidant instantanément de toute couleur. Avant de vous raconter exactement ce qui s'est passé, prenez une seconde pour aimer et vous abonner, mais faites-le seulement si cette histoire résonne en vous. Laissez un commentaire. Dites-moi d'où vous écoutez, et quelle heure il est chez vous en ce moment. Le salon d'Élise sentait la bougie bon marché, luttant pour masquer l'odeur de la graisse de dinde brûlée. Cela, mélangé au parfum floral, écœurant de sucre, dans lequel elle se baignait toujours. La maison était pleine de ses amis, des banlieusards coincés, buvant du vin hors de prix dans des verres en cristal que, pour l'essentiel, j'avais payé. Je me tenais près du bord de l'îlot de cuisine en granit. Je portais le même pull en laine grise, usé, que je mettais toujours. Je tendais simplement le bras pour attraper une serviette en papier, la manche légèrement remontée. Juste de quelques centimètres, mais c'était suffisant. Ryan, son mari arrogant, un simple gratte-papier de l'anglais, avait une bière artisanale d'importation à mi-chemin de sa bouche, les yeux fixés sur l'intérieur de mon poignet gauche. Le tatouage n'avait rien de tape à accent grave-l'œil. Pas d'aigle, pas de drapeau. Juste une séquence de chiffres ternes et irrégulières, surmontant un crâne fracturé. Un marqueur fantôme du JSOC. On ne fait pas ça dans un salon de quartier. On vous le brûle dans la peau, au fond d'un bunker à l'autre bout du monde, généralement juste avant une mission qui, officiellement, n'existe pas. Ryan cessa de respirer. Je regardais les muscles de sa mâchoire se figer. Le sourire narquois qu'il affichait depuis le début de la soirée s'évapora, remplacé par une terreur pâle et maladive. Il lâcha le bras d'Élise brusquement, comme si elle tenait une grenade dégoupillée. Il recula d'un demi-pas. Ce n'était pas un recul anodin. C'était une retraite tactique. Son dos devint rigide. Ses talons claquèrent l'un contre l'autre sur le parquet. On pouvait sortir le garçon de Quantico, mais on ne pouvait pas effacer, par l'entraînement, la terreur biologique et brute de réaliser qu'on se trouve dans la même pièce qu'un prédateur au sommet de la chaîne. Derrière lui, deux de ses collègues de la CIA, des gars qui riaient de la blague d'Élise une seconde plus tôt, virent ce qu'ils regardaient. Ils posèrent leur bière sur la table basse. Tous deux se levèrent, le dos droit, les épaules carrées. Ils ne dirent pas un mot, mais l'air sembla aspirer hors de la pièce. La musique de jazz en fond sonore parut soudain beaucoup trop forte. Mon colonel. La voix de Ryan était rocailleuse, étranglée par une panique authentique. Il déglutit difficilement, sa pomme d'Adam tressaillant. Mon colonel, je n'en avais aucune idée. Je vous jure devant Dieu, je ne savais pas. Élise cligna des yeux. Les lourdes couches de fond de teint sur son visage ressemblèrent soudain à un masque en plastique bon marché, se fissurant par le milieu. Son cerveau n'arrivait pas à traiter la scène qui se déroulait sous ses yeux. Son mari, l'officier de renseignement prétentieux, se tenait au garde-à-vous strict devant la sœur qu'elle traitait comme un paillasson. Son sourire se figea. Elle recula la main d'un coup sec, heurtant lourdement sa hanche contre le bord de l'îlot en granit. « Tu es devenu fou » hurla Élise, la voix brisée, montant dans des aigus horribles. Ryan, elle me pointa de nouveau du doigt, tremblante, partagée entre la confusion et une rage soudaine, aveuglante. Elle fait de l'administration. Elle m'a dit qu'elle remplissait des papiers. Ryan ne la regarda même pas. Il ne cligna pas des yeux. Il déplaça physiquement son corps, faisant un pas de côté, pour se placer directement entre moi et sa femme. Un bouclier humain, non pas pour me protéger d'elle, mais pour la protéger de moi. Ta sœur ne classe pas de papier, Élise, dit Ryan, la voix gravement sérieuse, sans jamais détourner les yeux des miens. Elle dirige les sites noirs. Elle est la seule raison pour laquelle nos opérations existent encore. Un silence de mort. Le genre de silence lourd, étouffant, que l'on n'entend que dans une tranchée, juste avant que l'artillerie ne frappe. Tous les regards dans la pièce étaient braqués sur moi. Les voisins suffisants, les agents terrifiés, ma sœur hyperventilant dans sa robe de créateur trop serrée.
Je n'ai pas crié. Crier signifie qu'on perd le contrôle. Crier signifie qu'on se soucie de la situation. J'ai pris mon verre d'eau. La condensation coulait sur les parois, gelant contre les callosités épaisses de mes paumes. Je l'ai posé sur le comptoir en pierre. Clac. Le son a claqué dans la pièce comme un coup de feu. J'ai regardé Élise droit dans les yeux. Je n'ai jamais menti, ai-je dit. Ma voix était plate. Aucune inflexion. Juste un volume froid et dur, qui coupa la pièce en deux. Tu as supposé. Tu n'as jamais demandé ce que je faisais, parce que tu ne voulais pas savoir. Tu avais juste besoin de quelqu'un que tu pensais inférieur à toi. Un punching ball sur lequel piétiner, juste pour masquer à quel point ta propre vie est pathétique et vide. Élise ouvrit la bouche. Aucun son n'en sortit. Sa poitrine se soulevait, mais la combativité l'avait désertée. L'illusion était brisée. Cible détruite. J'ai attrapé mon pull gris usé sur le dossier du tabouret de bar. Je ne me suis pas précipité. Je l'ai enfilé, ajustant le col. Ryan se tenait là, la sueur brillant sur sa lèvre supérieure, ses yeux implorant en silence une pitié que je n'avais pas à offrir. Ses deux amis fixaient le plancher, comme pour y creuser un trou. Je les ai ignorés. Un général ne gaspille pas sa salive avec des civils qui jouent aux soldats. J'ai tourné le dos à la pièce entière. J'ai marché dans le couloir, j'ai ouvert la lourde porte d'entrée en chêne, et je suis sorti dans la nuit glaciale de Virginie. Je ne me suis pas retourné. J'ai juste laissé la lourde porte se refermer brutalement, les scellant à l'intérieur de leur petit monde mort et silencieux. Le vent mordait mes joues. Le givre crissa sous mes bottes, pendant que je descendais la longue allée. J'ai appuyé sur le bouton de déverrouillage de mes clés. Les phares de mon vieux F250 ont clignoté dans l'obscurité. J'ai tiré violemment sur la lourde porte en acier, j'ai grimpé dans la cabine, et je l'ai claqué. Le camion sentait le café noir rassis et le vieux cuir. Il y faisait un froid glacial. Une obscurité totale. J'ai agrippé le volant froid à deux mains, fixant la rue de banlieue déserte à travers le pare-brise. Mes jointures sont devenues blanches. Et, dans cette obscurité silencieuse et glaciale, les 20 années de sang, de saleté, et de mensonges que j'avais avalés pour payer cette foutue maison me sont revenus en pleine face. La lueur jaune des lampadaires de l'autoroute balayait la cabine de mon F250, dans un rythme lent et hypnotique. L'île 95 était complètement déserte, juste moi, le froid, la nuit, et le bourdonnement tremblotant d'un moteur diesel qui avait vu trop de kilomètres. J'agrippais le volant en cuir usé. Mes jointures étaient d'une blancheur cadavérique. Le chauffage soufflait un faible courant d'air tiède sur mon visage, mais je ne pouvais pas empêcher le froid de pénétrer mes côtes. La scène dans la cuisine d'Élise tournait en boucle dans ma tête. Ryan se figeant au garde-à-vous, la terreur absolue dans ses yeux, le visage d'Élise se fissurant sous le poids d'une réalité qu'elle n'avait jamais pris la peine de comprendre. Je gardais les yeux rivés sur la route. Au cours des 20 dernières années, j'avais amassé une petite fortune. On ne dépense pas beaucoup quand on est déployé 9 mois par an. Des largages de combat, des sites noirs. La prime de risque s'accumule vite quand votre lit est un lit de camp posé sur un sol en terre battue, et que vos repas sortent de sacs sous vide. J'avais de l'argent, et je l'avais saigné pour eux. Chaque centime est parti pour maintenir cette famille à flot. Les factures d'hôpital imprévues de ma mère, couvertes. Les cartes de crédit plafonnées d'Élise, à cause de ses phases de recherche de soi, effacées. Le toit même au-dessus de leur tête, payé par moi. Je n'ai jamais demandé de parade. Je n'ai même jamais demandé un merci. J'ai simplement accompli la mission. L'odeur du café noir rassis dans mon porte-gobelet sembla se transformer, devenant lourde, amère. Elle se mua en l'odeur du diesel brûlé, et de la poussière sèche et étouffante. Le souvenir m'a frappé de plein fouet. Il y a 3 ans, un avant-poste sans nom, à 50 mètres de la frontière syrienne. Le sol sous mes bottes de combat tremblait violemment. Des tirs de mortier se rapprochaient de notre périmètre. De la poussière et des éclats de béton pleuvaient du plafond du bunker. J'étais assise sur une caisse de munitions en bois, pressant un téléphone satellite fermement contre mon oreille, pour couvrir le bruit des tirs d'artillerie. Élise était à l'autre bout, sanglotant de façon hystérique. Son toit fuyait. L'entrepreneur exigeait de l'argent comptant, à l'avance. Elle allait perdre sa maison à cause des dégâts des eaux. Elle était terrifiée.
J'ai essuyé un mélange de sueur et de sable sur mon front. J'ai ouvert mon application bancaire sur une tablette cryptée. J'ai appuyé sur retransférer. 5000 €. Prime de risque. Le prix du sang. J'avais gagné ce dépôt spécifique en tirant mon spécialiste des communications hors d'un V en feu, 2 jours plus tôt. J'ai mangé des nouilles instantanées, et j'ai bu de l'eau au goût d'iode pendant le mois qui a suivi, pour combler le trou dans mes propres comptes. 4 semaines plus tard, le réseau a été rétabli. Je me suis connecté pour prendre des nouvelles. La première chose apparue sur mon fil d'actualité, c'était Élise. Elle ne se tenait pas sous un toit réparé. Elle se tenait sur un balcon baigné de soleil, surplombant l'océan à Cabo San Lucas. Elle portait une robe d'été blanche, immaculée et hors de prix. Une flûte en cristal remplie de champagne reposait dans sa main parfaitement manucurée. Debout, juste à côté d'elle, avec son bras enroulé autour de sa taille, se trouvait Ryan, le nouveau petit ami, là de la CIA. La légende disait, je vis ma meilleure vie. Tellement béni. J'ai appuyé ma lourde botte de travail plus fort sur la pédale d'accélérateur. Le moteur du camion a rugi, dévorant l'asphalte sombre. Je me suis souvenu d'avoir appelé ma mère à ce sujet. Je me suis souvenu de la friture sur la ligne, debout dans la chaleur torride du désert. Je n'ai pas crié. J'ai juste demandé une explication. La voix de ma mère a pleurniché dans le combiné, dégoulinante de cette culpabilité manipulatrice si familière. Tu as de l'argent, Laura. Tu ne le dépenses même pas là-bas. Élise a des difficultés. Son travail est instable. Tu es un soldat. Tu es assez forte pour porter ce fardeau. Cède un peu. Laisse ta sœur avoir au moins ça. La logique d'une sangsue. Elles ont utilisé mon sens du devoir comme une arme. Elles ont pris mon silence, ma discipline, et les ont qualifiés de faiblesse. Elles m'ont forcé à devenir une ombre grise et invisible, pour qu'Élise puisse accaparer la lumière. J'ai payé pour la scène sur laquelle elle se tenait, et elle s'en est servie pour me cracher dessus. J'ai écrasé les freins. Les massives barrières en acier de la base aérienne d'Andrew coupaient la nuit. Les puissants projecteurs de sécurité, d'une blancheur aveuglante, ont balayé le capot de mon camion. J'ai baissé la vitre. L'air glacial de Virginie m'a frappé le visage comme une gifle. L'odeur piquante du carburant d'aviation se mélangeait au givre hivernal. 2 jeunes gardes de sécurité de l'Air Force se sont approchés du poste de contrôle, leurs fusils en bandoulière, serrés et prêts à l'emploi sur leurs gilets tactiques. Ils ont balayé la calandre de la Ford avec leurs lampes de poche, puis se sont avancés vers ma fenêtre. J'ai tendu ma carte d'identité militaire. Le changement a été instantané. Les lampes de poche se sont éteintes. Les 2 gardes ont redressé leur colonne vertébrale, d'une rigidité absolue. Leurs lourdes bottes ont claqué sèchement contre le béton froid. Ils ont exécuté des saluts parfaitement synchronisés, le genre de respect strict et discipliné qu'on ne peut pas acheter avec des vacances dans un complexe hôtelier. Bon retour, mon colonel. J'ai rendu le salut d'un hochement de tête court et sec. J'ai remonté la vitre. Depuis combien de temps n'avais-je pas été réellement respecté? Depuis quand quelqu'un ne m'avait pas regardé en voyant un être humain, un commandant, au lieu d'un distributeur de billets sur pattes? Si vous avez déjà été le pilier financier de votre famille, vous saignant à blanc juste pour être traité comme un déchet, appuyez sur le bouton j'aime et abonnez-vous tout de suite. Laissez le mot au moi dans les commentaires si vous savez exactement ce que ça fait, d'acheter le faux bonheur de quelqu'un d'autre pendant qu'il vous détruit. Faites-moi savoir que je ne suis pas la seule dans ce cas. J'ai conduit le camion lentement, à travers les lourdes grilles en fer. Les barrières en acier se sont refermées derrière moi, bloquant le monde civil. J'étais à l'intérieur du périmètre, dans ma propre forteresse solitaire et silencieuse. Je me suis garé sur le parking vide, devant les quartiers des officiers supérieurs. J'ai coupé le moteur. La cabine est devenue silencieuse. J'ai tendu la main vers la poignée de la portière, mais, avant même que mes doigts ne touchent le plastique froid, le téléphone rouge crypté, posé sur mon siège passager, a illuminé l'obscurité. Transmission entrante du Pentagone. 2 heures du matin. La salle de sport de la base était complètement déserte. Je n'ai pas pris la peine d'allumer la lumière. Le clair de lune pâle, filtrant à travers les hautes fenêtres dépolies, était suffisant. L'air à l'intérieur sentait la sueur froide, la magnésie, et les lourds tapis en caoutchouc. C'était une bonne odeur. Honnête,
contrairement au parfum floral étouffant et maladif dont Élise s'était aspergée, quelques heures plus tôt. Je me suis dirigé vers la cage à squat. Mes lourdes bottes résonnaient contre les murs en parpaing. J'ai attrapé un disque de fonte de 20 kilos, et je l'ai glissé sur la barre olympique. Clang. Puis un autre. Clang. Le son dur et irrégulier du métal frappant le métal a déchiré le silence de la pièce. J'avais besoin de poids. J'avais besoin de quelque chose d'assez lourd pour écraser le bruit qui résonnait dans mon crâne. Je me suis glissé sous la barre. J'ai fait reposer l'acier glacial sur mes trapèzes. Mes mains ont agrippé le molletage, la texture rugueuse mordant mes callosités épaisses. J'ai pris une grande inspiration, j'ai décroché le poids, et j'ai reculé d'un pas. Je suis descendu bas, j'ai poussé vers le haut. Les muscles de mes jambes ont hurlé. Le sel de ma propre sueur me brûlait les yeux, laissant un goût métallique amer au fond de ma gorge. En bas à nouveau, puis en haut. Mon souffle s'échappait de mes poumons par rafales courtes et violentes. À l'armée, on vous apprend à absorber la douleur. Vous apprenez à l'avaler tout entière. J'avais pris une balle de calibre 7.62 dans l'épaule, dans un fossé abandonné de Dieu, dans la province de Helmand. Et je n'avais même pas fait un bruit. Un soldat peut avaler du plomb, bourrer la blessure de gaz, et continuer à tirer. Mais la famille, c'est un champ de bataille complètement différent. Vous baissez votre garde. Vous les laissez entrer dans le périmètre. Vous laissez les gens qui partagent votre sang vous charcuter avec un couteau émoussé. Et vous restez simplement là, à saigner. J'ai reposé le poids brutalement. Toute la cage en acier a tremblé. J'ai attrapé une serviette usée, et j'ai essuyé mon visage. J'ai fixé ma propre silhouette sombre, dans le mur de miroir. La responsabilité extrême. C'est une doctrine. Jocko Willink l'a inculqué à toute une génération de combattants. Le concept est brutal, et simple. Quand un périmètre défensif s'effondre, vous ne blâmez pas l'ennemi de vous avoir tiré dessus. C'est ce que fait l'ennemi. Vous blâmez le commandant, pour avoir laissé une faille dans la clôture. Ce soir, j'étais le commandant, et j'avais lamentablement échoué. J'avais passé 20 ans à laisser Élise me traiter comme un chien errant. J'avais cédé mes primes de risque, pour financer son faux style de vie glamour. J'avais gardé le silence lors des dîners de Thanksgiving, pendant qu'elle se moquait de mes vêtements. Je m'étais faite petite, silencieuse, et invisible, pour qu'elle puisse se sentir importante. Je pensais préserver la paix. Je pensais faire mon devoir de grande sœur. J'étais juste une lâche. La faille de sécurité n'était pas le narcissisme enragé d'Élise. C'était ma propre soumission, faible et pathétique. J'avais toléré le manque de respect. J'avais financé ma propre humiliation. À chaque fois que je cliquais sur transférer ou sur mon application bancaire, je lui tendais les munitions pour me tirer dans le dos. C'était terminé. La mentalité de victime était morte sur le sol. Je suis un prédateur alpha. C'est moi qui dicte les règles d'engagement. J'ai quitté la salle de sport, et je suis retourné au quartier des officiers. Mes bottes éraflaient l'allée en béton brut. J'ai ouvert ma chambre avec ma clé, et j'ai poussé la lourde porte. Un silence de mort. Une perfection stérile et absolue. Il n'y avait aucune photo de famille sur les murs. Pas de coussin décoratif. Pas de petits bibelots pour rendre l'endroit chaleureux ou accueillant. Juste un lit fait au carré avec des coins au rasoir, un bureau en métal, et une cantine en acier posée au pied du lit. À l'intérieur de ce lourd coffre se trouvait un tas de rubans de combat ternis, une Purple Hat, et une Silver Star. Des choses dont ma mère n'avait jamais pris la peine de demander le nom. Elle se fichait que je saigne dans le sable pour ce pays. Elle se souciait seulement que les virements directs arrivent sur son compte courant le 1er du mois, pour empêcher Élise de piquer une crise. Je me suis déshabillé, retirant mes vêtements de sport lourds et trempés. Je les ai laissés en tas sur le sol froid en linoléum. Je suis entré dans la salle de bain, et j'ai attrapé la poignée de la douche. Je l'ai tournée à fond sur le froid. Pas d'eau chaude. Je ne méritais aucun confort ce soir. Je me suis mise sous le jet. L'eau était comme de la glace liquide. Elle a frappé le tissu cicatriciel irrégulier et boursouflé sur mon épaule gauche, comme une centaine de petites aiguilles. La blessure par balle. Celle dont je n'avais jamais parlé à la maison, parce que personne n'avait jamais posé la question. Je suis resté là, agrippant le mur carrelé.
J'ai laissé l'eau glaciale couler sur ma tête, le long de mon cou, choquant mon système nerveux pour le ramener à la réalité absolue. J'ai laissé le froid geler toute culpabilité toxique persistante, que ma mère avait installée dans mon cerveau. J'ai fermé l'eau. J'ai attrapé une serviette blanche rêche, aux normes du gouvernement, et je me suis séché. L'air dans la pièce était glacial, mais je ne le sentais plus. J'ai enfilé un t-shirt de l'armée vert olive par-dessus ma tête. Je suis sorti de la salle de bain, jetant la serviette humide sur la chaise du bureau. Du coin de l'œil, un soudain éclair de lumière a coupé l'obscurité de la pièce. Je me suis arrêté net. Posé sur la petite table de nuit en métal, se trouvait l'équipement terminal sécurisé. La lourde ligne fixe cryptée. Une lumière rouge unique clignotait sur la console, frénétique, urgente. Personne n'appelle cette ligne sécurisée pour demander un service. Personne n'appelle cette ligne pour se plaindre d'un toit qui fuit, ou d'une carte de crédit plafonnée. Cette ligne relie directement au sous-sol du Pentagone. J'ai fixé la lumière rouge clignotante. Mon rythme cardiaque a ralenti, adoptant une cadence calme et régulière. Les jeux civils étaient terminés. Une vraie guerre m'attendait. La lumière rouge sur le terminal sécurisé pulsait. Un battement de cœur régulier et violent dans la pièce sombre. Je l'ai fixé. On ne reçoit pas un appel sur cette ligne à 3 heures du matin pour parler de la pluie et du beau temps. On reçoit un appel sur cette ligne quand quelque chose brûle, saigne, ou se brise. J'ai décroché le lourd combiné en plastique, et je l'ai pressé contre mon oreille. Colonel Brown. La voix à l'autre bout ressemblait à une lame rouillée glissant sur un morceau de silex. Le général Thomas Keane. 4 étoiles, vétéran de combat, l'homme qui m'avait physiquement tiré par les lourdes sangles en nylon de mon gilet pare-balles, hors d'une tente de commandement en feu à Fallujah, 12 ans plus tôt. Je me suis tenu droite, pieds nus sur le sol glacial en linoléum, les épaules carrées. La mémoire musculaire a pris le relais. Mes respects, mon général. Je viens de raccrocher avec le directeur, à l'anglais, a dit Keane. Pas de salutation, pas de bavardage. Le bruit court qu'il y a eu un incident lors d'un rassemblement civil en Virginie, ce soir. Un gratte-papier a fait une crise de panique parce qu'il a reconnu votre tatouage du JSOC. Il a déballé votre niveau d'habilitation devant une pièce remplie de banlieusards. J'ai serré la mâchoire. La communauté du renseignement est un petit village très soudé. Les ragots s'y déplacent plus vite qu'une onde de choc. La situation est sous contrôle, mon général, ai-je dit. Ma voix était plate. Un problème de limite personnelle. Rien de compromis, aucune menace pour les opérations. Une longue et lourde pause sur la ligne. Je pouvais l'entendre respirer, lentement et régulièrement. Le son d'un homme calculant sa prochaine frappe. Dans cet uniforme, vous êtes un prédateur alpha, a grondé Keane. Les graviers dans sa voix sont descendus d'une octave. Vous menez des opérateurs dans les coins les plus sombres de cette terre. Vous prenez des décisions qui gardent ces civils en sécurité pendant qu'ils dorment. Vous ne rentrez pas chez vous pour agir comme un mouton. Face à des gens qui ignorent le prix de la terre sur laquelle ils marchent. Réparez votre périmètre, colonel. Rétablissez l'ordre. Bien reçu, mon général. La ligne a été coupée. J'ai replacé le combiné sur son socle. Le plastique lourd a cliqué en se mettant en place. Avant même que je ne puisse me retourner, la lourde porte en acier de mes quartiers s'est ouverte avec un déclic. 2 petits coups secs. Le capitaine Leila Moreno est entrée. Elle portait un treillis au CP parfaitement repassé, les bottes cirées d'un noir mat. Elle n'a pas demandé si j'étais réveillé. Elle n'a pas demandé comment j'allais. Elle a marché directement vers le bureau en métal, et y a posé un gobelet fumant en polystyrène. Café noir, sans sucre, sans crème, juste du goudron chaud et amer. Exactement comme je le prends. Elle a déposé un épais dossier Kraft à côté du gobelet. Mon colonel, a dit Moreno. Ses yeux sombres ont scanné la pièce, s'assurant que le périmètre était sécurisé avant de me regarder. J'ai libéré votre matinée. Chaque briefing qui ne nécessite pas votre signature directe a été repoussé à la semaine prochaine. Le commandant de l'escadre a été informé que vous gériez un problème logistique interne. Vous avez les prochaines 48 heures de libre. Je l'ai regardé. Moreno était mon ombre depuis 3 ans. Elle avait pris un éclat d'obus dans la jambe gauche lors d'une embuscade de convoi à Kaboul,
et avait quand même réussi à fournir un tir de couverture pour que je puisse traîner notre infirmier en sang à l'abri. Elle me connaissait mieux que quiconque. Elle n'a pas pleuré. Elle n'a posé aucune question sur ma sœur. Elle n'avait pas besoin des détails émotionnels désordonnés d'un dîner de Thanksgiving gâché. Elle a simplement vu un obstacle sur ma route, et a amené un bulldozer pour le dégager. Merci, Léla. Elle a répondu par un seul hochement de tête sec. Je serai au centre d'opération tactique si vous avez besoin que je réduise quelque chose en cendres, mon colonel. Elle a tourné les talons et est sortie. La porte en acier s'est verrouillée derrière elle avec un lourd bruit métallique. J'ai pris le gobelet en polystyrène. La chaleur traversait la matière bon marché, réchauffant mes doigts raides et calleux. J'ai pris une gorgée. C'était brûlant, assez amer pour décaper la peinture d'un V. C'était la meilleure chose que j'avais goûtée de toute la nuit. Je me suis appuyé contre le bord froid en métal du bureau. C'était ça. C'était ma véritable lignée. Là-bas, dans le monde civil, ma propre mère et ma sœur me regardaient et ne voyaient rien d'autre qu'un compte bancaire, un dépotoir pour leurs insécurités, un distributeur automatique gris et silencieux qu'elles pouvaient frapper chaque fois qu'elles se sentaient minuscules. Elles partageaient mon ADN, mais elles me regarderaient joyeusement me vider de mon sang, si cela signifiait pouvoir conserver leur vie confortable et ignorante. Elles prenaient ma prime de risque et achetaient des robes de créateurs. Mais ici, dans cette boîte en béton stérile, j'étais entouré par une fraternité forgée dans l'artillerie lourde et la terre. Keane, Moreno. Des gens qui se fichaient de savoir combien d'argent je gagnais. Des gens qui se placeraient devant une balle en mouvement pour moi, simplement parce que je portais le même drapeau sur mon épaule droite. Ils m'avaient donné de l'oxygène quand je me noyais. Ils m'avaient tendu une arme quand j'étais acculé. Ils exigeaient du respect, et le rendaient au centuple. J'ai pris une autre gorgée lente et brûlante de café. Le nœud dans ma poitrine, celui qui s'était resserré pendant 20 ans, a finalement commencé à céder. La culpabilité avait disparu. L'obligation était morte. Le ciel, à l'extérieur de la fenêtre renforcée, a commencé à prendre une teinte grise, violacée et maladive. Le matin arrivait. La nuit glaciale touchait enfin à sa fin. Je me suis dirigé vers le lit pour attraper mes bottes. C'est là que je l'ai entendu. Un bourdonnement bas, vibrant et pathétique. Ce n'était pas la ligne militaire cryptée. C'était mon téléphone portable personnel, posé face contre terre sur le fin matelas. Il a bourdonné, s'est arrêté, puis a bourdonné de nouveau. Un rythme frénétique et désespéré, comme un insecte pris au piège, se cognant à mort contre un pare-brise. Je l'ai ramassé et retourné. L'éclat agressif de l'écran a illuminé mon visage dans la pièce sombre. 15 appels manqués. Un mur solide de notifications rouges. 7 nouveaux messages vocaux. Chacun d'entre eux provenait exactement du même contact. Maman. Elle n'appelait pas pour demander si j'allais bien. Elle n'appelait pas pour s'excuser du fékélisme et humiliée devant une pièce pleine d'inconnus. Elle n'appelait pas pour prendre des nouvelles de la fille qui payait ses factures d'hôpital. Je savais exactement ce qui se trouvait dans ces messages vocaux. Les pleurs, la culpabilisation, la lourde manipulation étouffante, conçue pour me traîner à nouveau au bas de la chaîne alimentaire. Elle se préparait à défendre son enfant chéri. J'ai fixé l'écran lumineux. Je n'ai pas appuyé sur accepter. Je n'ai pas appuyé sur refuser. J'ai juste regardé le téléphone vibrer. La véritable guerre psychologique était sur le point de commencer. Je me suis assise au bureau en acier dans mes quartiers. La surface en aluminium était glaciale contre mes coudes nus. J'ai tiré vers moi l'épaisse pile de rapports tactiques. Des pages remplies de coordonnées de quadrillage, d'évaluation des menaces hostiles, et de projections de pertes. Des faits lourds et brutaux. Le genre de faits qui comptait vraiment. Mon téléphone portable personnel reposait juste à côté des dossiers. L'écran brillait encore dans la faible lumière. 15 appels manqués, 7 messages vocaux. Tous de maman. J'ai tendu la main. Mon doigt a plané au-dessus du verre. Je ne voulais pas appuyer dessus. Mais on ne laisse pas un ennemi flanquer ses arrières. On l'affronte. On élimine la menace. J'ai appuyé sur le bouton du haut-parleur. J'ai lancé le premier message vocal. Des grésillements ont sifflé à travers le minuscule haut-parleur. Puis sa voix. Elle n'était pas inquiète.
Elle était vive, frénétique, dégoulinante de cette lourde culpabilité étouffante, qu'elle utilisait toujours pour me garder dans le rang. Laura, décroche. Tu as complètement ruiné Thanksgiving. J'ai pris un stylo à encre noire, et je l'ai débouché. Élise fait une dépression totale, a continué la voix, se brisant avec une panique fabriquée. Elle a pleuré toute la nuit. Ryan a fait un sac, et est parti dormir sur le canapé. Il ne veut même pas la regarder. Tu es la grande sœur, Laura. Pourquoi, au nom de Dieu, l'as-tu embarrassée devant ses amis de la CIA comme ça? J'ai arrêté d'écrire. J'ai fixé l'encre bleu foncé s'étalant sur le papier. Pas une seule question sur moi. Pas un mot pour demander à quelle profondeur le couteau avait pénétré, quand ma propre chair et mon propre sang m'avaient traité de pathétique bibliothécaire, devant une pièce pleine d'inconnus. L'audio est passé au message suivant. Plus de la même chose. Le manuel classique de la famille toxique. Forcer la victime à s'excuser auprès de son agresseur, juste pour garder la vilaine vérité enfermée dans le placard. Protéger l'enfant en or à tout prix. Laisser le bouc émissaire encaisser le coup. Ma mâchoire s'est verrouillée. L'audace pure de la situation brûlait comme de l'acide de batterie dans ma poitrine. Il y a 7 ans, j'étais allongé dans un lit stérile, dans un hôpital militaire. J'avais un morceau d'éclat d'obus déchiqueté logé à 5 cm de ma colonne vertébrale. La douleur était aveuglante. J'avais besoin d'une extraction d'urgence. J'avais appelé ma mère depuis une ligne sécurisée. J'avais besoin qu'elle soit là. J'étais terrifié. Elle n'était pas venue. Elle m'avait dit qu'elle était trop occupée. Elle ne pouvait pas manquer un cocktail de banlieue qu'elle avait organisé avec les voisins. J'avais signé mes propres formulaires de consentement chirurgical avec une main tremblante. J'étais passé sur le billard toute seule. Je m'étais réveillé seul, avec l'odeur de l'eau de Javel et le bip régulier et indifférent d'un moniteur cardiaque. Et maintenant, elle exigeait que je me sacrifie, parce qu'Élise était embarrassée par sa propre stupidité. Parce qu'Élise pleurait pour un dîner ruiné. Le téléphone a vibré dans ma main. Un appel entrant. Encore maman. J'ai appuyé sur accepter. J'ai laissé retomber le téléphone sur le bureau en métal froid. Je l'ai laissé parler la première. Laura, elle hurlait presque. Dis-moi que tu conduis pour revenir ici tout de suite, afin de réparer ça. Maman. Ma voix était plate, lourde comme du plomb. N'utilise pas ce ton avec moi. Ta sœur est fragile. Je ne l'ai pas embarrassée, ai-je dit. Mes yeux suivaient les lignes froides et dures du bureau en métal. Sa propre arrogance et son ignorance l'ont fait. Ça lui a explosé au visage. Suis-je censé m'excuser de ne pas avoir caché mon grade, juste pour qu'elle puisse continuer à me marcher dessus? Une inspiration brusque a retenti sur la ligne. Elle s'est étouffée avec ses propres mots. Je ne lui avais jamais parlé comme ça. J'avais toujours encaissé les coups. Puis est venu le revirement, les larmes, l'arme ultime de la complice silencieuse. Mais elle ne voulait pas être méchante, a sangloté maman. Ça sonnait creux. Répétez. Tu sais comment elle est quand elle est stressée. La famille est censée faire des compromis. Tu dois céder, Laura. Je n'ai rien ressenti. Ni colère, ni culpabilité. J'ai utilisé la méthode de la pierre grise. Vous coupez l'approvisionnement émotionnel. Vous devenez une pierre. Inamovible, ennuyeuse, morte à leur manipulation. J'ai fixé le mur blanc, mon rythme cardiaque parfaitement régulier. L'intention n'a pas d'importance, ai-je dit. Ma voix a perdu toute inflexion. De la glace pure. Les conséquences comptent. J'ai fait des compromis pendant 20 ans. J'ai payé ses dettes. J'ai accepté ses insultes. J'ai sacrifié ma paix pour acheter son respect. Tout ce que cela m'a rapporté, c'est un mépris absolu. Laura, je t'en prie, tu es en train de déchirer cette famille. Je ne rabaisserai plus ma valeur, pour servir sa faiblesse. Je n'ai pas attendu que les cris commencent. Je n'ai pas attendu la prochaine vague de fausses larmes. Mon pouce a appuyé sur le bouton rouge. Clic, l'appel est mort. Les grésillements ont disparu. L'air stérile et silencieux des quartiers militaires s'est engouffré pour remplir la pièce. J'ai jeté le téléphone sur le bureau. La tumeur devait être extraite à la racine. On ne négocie pas avec un parasite. On l'affame. On l'isole.
3 jours s'étaient écoulés depuis Thanksgiving. 72 heures. C'était exactement le temps nécessaire pour que l'adrénaline retombe, et que la véritable peur s'installe. Ryan la punissait. Sa parfaite illusion de banlieusarde se fissurait. Elle était désespérée. J'ai déverrouillé l'écran de mon téléphone. J'ai ouvert le fil de discussion avec Élise. Je n'ai pas tapé de salutation. Je n'ai pas demandé comment elle allait. Je n'ai pas offert d'épaule pour pleurer. J'ai tapé exactement 12 mots. 9 heures demain. Au dîner sur la route 50. Viens seul. J'ai appuyé sur envoyer. J'ai jeté l'appareil sur le matelas. C'était fait. Le Hawk dîner, sur la route 50, sentait exactement la même chose qu'il y a 15 ans. Un mélange lourd et épais de café brûlé, de graisse de bacon bon marché, et de nettoyant industriel pour les sols. Je suis arrivé 20 minutes en avance. J'ai ignoré les tables dégagées près des fenêtres, et j'ai choisi une banquette étroite, tout au fond, dans un coin. Je m'y suis glissé, pressant ma colonne vertébrale à plat contre les faux panneaux de bois bon marché. Mes yeux étaient fixés droit sur l'entrée principale. C'est une vieille habitude qu'on prend dans les secteurs hostiles. On ne tourne jamais le dos à une porte. J'ai commandé un café noir. La lourde tasse en céramique qu'ils m'ont donnée était ébréchée sur le bord. J'ai tracé le bord rugueux et cassé avec mon pouce, sentant l'imperfection tranchante. 15 ans plus tôt, nous étions assis exactement à cette même table. Élise pleurait au sujet de ses frais de scolarité. Je venais de recevoir mon premier vrai chèque de paie militaire. J'avais sorti un billet de 100 € tout neuf de mon portefeuille, et je l'avais poussé à travers cette même table, jusque dans ses mains. C'était le dernier euro que je possédais à mon nom. J'ai mangé des rations de combat du gouvernement pendant 2 semaines, pour qu'elle puisse continuer ses cours. Aujourd'hui, je ne distribuais pas d'argent. Je distribuais une remise en question. La cloche rouillée au-dessus de la porte du dîner a tinté. Élise est entrée. Elle avait l'air terrible. La reine de banlieue confiante et arrogante de Thanksgiving avait complètement disparu. Ses cheveux étaient tirés en arrière, dans un chignon désordonné. Elle portait un sweatshirt gris ample. Pas de parfum floral cher aujourd'hui. La peau sous ses yeux était gonflée et sombre. Son mascara avait coulé, laissant des ombres sales, humides et grises sur ses joues. La perte de son public l'avait complètement brisée. Elle m'a repéré. Elle a traîné les pieds sur le carrelage à damier éraflé, et s'est glissée sur la banquette en vinyle en face de moi. Le siège a grincé sous son poids. Elle n'a rien commandé. Elle s'est contentée de fixer mes bottes de combat, puis a levé les yeux vers mon visage. Elle a pris une respiration saccadée et lourde. Elle a immédiatement utilisé la seule arme qui lui restait. La carte de la victime. « Es-tu contente, maintenant ?» a étouffé Élise. Sa voix était faible, tremblante. « Tu as complètement détruit ma vie. » Ryan a déménagé dans la chambre d'amis. Il refuse même de me regarder. Je n'ai pas cligné des yeux. J'ai pris la cuillère en métal, et j'ai lentement remué mon café noir. « Tu m'as tendu un piège ?» a-t-elle sifflé. Sa voix était un râle désespéré et humide. Elle s'est penchée par-dessus la table, envahissant mon espace. Une expression frénétique et hideuse a déformé ses traits. « Tu m'as délibérément menti sur ton travail. Tu m'as laissé me ridiculiser. Pourquoi es-tu resté planté là, à me laisser dire ces choses stupides devant ton mari ?» Devant son mari ? J'ai lâché la cuillère en métal. Clinc. Elle a heurté la soucoupe en céramique avec un bruit sec et lourd. « Je ne t'ai jamais menti, ai-je dit. » Ma voix était basse, mesurée. J'ai utilisé le ton exact dont je me sers pour interroger un combattant hostile. Mon habilitation de sécurité est un secret militaire. Je ne discute pas des opérations classifiées avec des civils. Élise a tressailli. La froideur de ma voix l'a physiquement repoussée contre le siège en vinyle. Je me suis penché en avant, posant mes avant-bras sur la table collante. Ryan s'est tenu au garde-à-vous strict dans cette cuisine, parce qu'il est réellement allé sur le terrain, ai-je dit, verrouillant mes yeux sur les siens. Il connaît le vrai prix du sang. Il respecte le grade. Tu es juste furieuse, parce que la vérité t'a enlevé ton punching ball préféré. Tu as perdu le paillasson bon marché sur lequel tu t'essuyais les pieds, juste pour rehausser ta propre valeur. Elle a ouvert la bouche. Sa poitrine s'est soulevée.
Elle voulait hurler. Elle voulait faire une crise, comme elle le faisait toujours quand maman était là pour la protéger. Mais maman n'était pas là. Je l'ai frappée à nouveau. Une frappe chirurgicale, directement dans l'ego. Tu ne m'as jamais demandé, pas une seule fois, ce que je faisais réellement dans la vie, ai-je dit, mes mots tranchant l'air épais du dîner. Tu ne voulais pas savoir. Tu avais besoin que je sois pauvre. Tu avais besoin que je sois un échec. Tu as utilisé l'insigne de ton mari comme un bijou brillant, pour cacher le fait que ta propre carrière est une blague pathétique. Tu m'as traité de bibliothécaire. Parce que tu avais besoin de regarder quelqu'un de haut. C'était un coup fatal. Élise s'est physiquement recroquevillée. Ses épaules se sont affaissées. Ses mains ont agrippé le bord de la table en formica, ses jointures devenant blanches, tandis qu'elle tremblait de façon incontrôlable. Le mur narcissique dans son cerveau avait finalement volé en éclats. Elle n'avait plus rien à dire, plus de mensonges à tisser. Je l'ai regardée pleurer. Je n'ai pas tendu la main à travers la table. Je ne lui ai pas offert de serviette en papier. Si vous avez déjà eu à regarder un membre toxique de votre famille dans les yeux, et à finalement faire taire ses mensonges, faites-moi une faveur. Appuyez sur le bouton j'aime, et abonnez-vous à la chaîne. Laissez le mot terminé dans les commentaires, si vous savez exactement ce que ça fait de s'éloigner enfin des chantages affectifs. Faites-moi savoir que je ne mène pas cette guerre seul. Je me suis levé. Mes lourdes bottes ont frappé le sol. J'ai glissé la main dans ma poche, et j'en ai sorti un billet de 20 €. Je l'ai claqué durement sur la table, juste devant ses mains tremblantes. Je t'aime, ai-je dit, en la regardant de haut. Mais j'aime ma dignité bien plus que ça. Tu vas apprendre à me respecter. Si tu ne le fais pas, je t'éliminerai de ma vie, comme on efface une cible. Je n'ai pas attendu de réponse. J'ai tourné le dos, j'ai poussé la lourde porte en verre, et je suis sorti dans l'air glacial du matin. Mission accomplie. J'étais à mi-chemin de mon camion Ford, quand le téléphone portable dans la poche de ma veste a commencé à vibrer. Je l'ai sorti, m'attendant à voir un texto frénétique d'Élise, ou un autre message vocal manipulateur de maman. J'ai regardé l'écran. L'identification de l'appelant brillait dans la lumière grise du jour. Ce n'était pas ma mère. C'était l'agent spécial Ryan Turner. 2 semaines. 14 jours depuis que j'avais lâché ce billet de 20 € sur la table du dîner, et que j'étais sorti. Je m'étais enterré dans le sous-sol en béton du Pentagone. Le bunker d'opération du niveau inférieur était une chambre de privation sensorielle. Pas de soleil, pas de fenêtre, juste le bourdonnement constant et à basse fréquence des énormes baies de serveurs, l'odeur de l'ozone, et le froid mordant de la climatisation industrielle. C'était exactement ce dont j'avais besoin. J'ai enchaîné les doubles services. J'ai examiné des images de drones thermiques, j'ai vérifié des coordonnées de quadrillage, et j'ai préparé la logistique pour mon prochain déploiement sur le terrain. J'ai bu du café noir jusqu'à ce que mes mains tremblent. Si je gardais mon cerveau à sa capacité maximale, il n'y avait plus de place pour penser à l'espace mort où se trouvait autrefois ma famille. Le capitaine Moreno maintenait un périmètre de sécurité strict. Elle était assise au bureau en acier, devant ma porte renforcée, interceptant systématiquement les retombées. Chaque appel provenant de l'indicatif régional de Virginie de ma mère heurtait un mur de briques. Moreno ne transmettait même pas les messages. Elle cliquait juste sur supprimer. Le silence était pesant. J'ai présumé que la perte était permanente. J'ai présumé que j'avais définitivement perdu ma sœur à cause de ses propres délires. Je fixais l'affichage bleu d'un radar, les yeux brûlants à cause de la fatigue des écrans, quand la ligne cryptée sécurisée sur mon bureau s'est allumée. Pas le téléphone portable civil, mais le lourd terminal en plastique noir. J'ai décroché le combiné. Colonel Brown. La voix était basse, mesurée, débarrassée de toute l'énergie arrogante de banlieue de Thanksgiving. C'était Ryan Turner. Ma colonne vertébrale s'est raidie. Je n'ai pas parlé. J'ai attendu. Dans un interrogatoire, le silence est un pied de biche. Vous laissez l'autre personne s'en servir pour forcer l'ouverture de sa propre bouche. J'appelle pour vous faire un rapport de situation, a dit Ryan. La ligne sifflait, à cause d'une épaisse couche de parasites liés au cryptage. Il avait l'air fatigué, comme un type qui venait de sortir d'une fusillade de 3 jours. Allez-y, ai-je répondu. J'ai banni Élise de tous les événements de l'agence, a déclaré Ryan.
Un ton plat, factuel. Elle ne vient pas aux fêtes de fin d'année. Elle ne vient pas au dîner de charité. Je ne peux pas me permettre d'avoir un fardeau à mon bras. Une épouse qui ne sait pas tenir sa langue et qui souffre de folie des grandeurs est un risque pour la sécurité nationale. Je me suis adossé dans mon lourd fauteuil en cuir. L'articulation a grincé bruyamment, dans la pièce silencieuse. Mais plus important encore, a continué Ryan, sa voix baissant d'une fraction. Je ne tolérerai pas la façon dont elle vous a traité. Pas sous mon toit, pas sous mon nom. J'ai tracé le bord froid de mon bureau en métal avec mon pouce. C'était le gars qui avait regardé sa femme me traiter comme un chien errant pendant 2 ans. Maintenant, il agissait comme un agent de terrain neutralisant une menace domestique. Quel est votre objectif ici, Turner, ai-je demandé. Sèchement. Pas de contrôle des dégâts, a-t-il répondu. J'ai posé un ultimatum à Elise. Elle va voir un psy accrédité par l'agence, où je dépose les papiers du divorce lundi matin. Je lui ai dit de faire ses valises et de dégager, si elle refusait. Ma main a cessé de bouger. J'ai fixé le mur en béton nu. Elle y est allée, a dit Ryan. 3 séances en 2 semaines. Le psy m'a envoyé l'évaluation préliminaire. Elise est sévèrement atteinte. Il a fait une pause. Le faible bourdonnement des serveurs a rempli le silence. Elle a un complexe d'infériorité paralysant, colonel. La voix de Ryan était totalement dépourvue d'émotion. Le docteur l'a écrit noir sur blanc. Elise sait exactement ce que vous êtes. Elle sait que vous êtes exceptionnel. Elle sait que vous avez survécu à des choses qu'elle ne pourrait même pas concevoir. Ça la terrifie. Alors? Elle a dû construire un univers factice où elle était la gagnante. Elle a dû vous traîner dans la boue pour rabaisser votre travail, et utiliser mon insigne comme un accessoire, juste pour se sentir importante. C'est un mécanisme de défense narcissique typique. J'ai cessé de respirer pendant 1 seconde. Pendant 20 ans, ma mère m'avait enfoncé le même mensonge dans le crâne. Tu es trop dure, Laura. Tu es trop froide. Tu es la raison pour laquelle Elise fait des siennes. Tu ne sais tout simplement pas comment être une sœur normale. J'avais porté cette lourde et hideuse pierre autour du cou pendant des décennies. Maintenant, assise dans ce bunker glacial, un professionnel de la santé agréé et un agent de la CIA venaient de la détruire à coups de masse. La paperasse le prouvait. Le diagnostic était officiel. Je n'étais pas la méchante. Je n'étais pas l'instigatrice. J'étais la cible d'une jalousie pathétique et vide. Un poids massif et étouffant s'est dissous dans ma poitrine. Elle s'est effondrée, a dit Ryan. Le docteur a démonté tout son récit. Elle n'a plus rien derrière quoi se cacher. Elle a touché le fond. Et, ai-je demandé. Mon ton était neutre, mais ma prise sur le combiné s'est resserrée. Noël est dans 10 jours, a dit Ryan. Ce n'était pas une exigence. C'était une requête prudente, calculée. Une branche d'olivier tendue à travers un champ de mine. Nous autoriseriez-vous, Élise et moi, à venir vous chercher à la base? Nous ne voulons pas que vous conduisiez seul jusqu'à la maison de votre mère. Élise a quelque chose qu'elle doit vous remettre. Un objet physique, une preuve de reddition. J'ai regardé l'écran bleu lumineux sur mon bureau. J'ai repensé au café amer de l'Ogdiné, au billet de 20 € que j'avais claqué sur la table. J'ai cliqué sur la souris, fermant le dossier tactique devant moi. Affirmatif, ai-je dit. Ma voix était stable, mais l'acier était toujours là. Vous pouvez venir à la base, mais rappelez-vous d'une chose, Turner. Quoi donc, colonel? Le périmètre m'appartient. La veille de Noël, une tempête brutale a enseveli la Virginie sous 60 cm de neige. Je me tenais sous les puissants projecteurs halogènes du poste de sécurité de la base aérienne d'Andrew. Le vent était une force physique, coupant à travers la laine épaisse de mon manteau d'hiver. Je n'ai pas bougé. J'ai juste regardé la lourde grille de fer, écoutant le grésil gelé cinglé contre la guérite en métal. Un SUV noir a émergé des conditions de blizzard. La voiture de Ryan. Le lourd moteur V8 grondait, bas et régulier, tournant au ralenti dans le froid glacial. Il ne m'avait pas obligé à conduire pendant 1 heure jusqu'à la maison de maman cette année. Ils n'avaient pas exigé que j'arrive en avance pour aider à cuisiner ou à mettre la table. Ils avaient bravé un blizzard pour venir sur mon territoire. Le SUV s'est mis en position parking.
La portière passager s'est ouverte. Élise a fait un pas dans le vent glacial. Elle n'a pas marché vers la grille comme si l'endroit lui appartenait. Elle s'est recroquevillée contre la neige soufflante, se plaçant à moitié derrière les larges épaules de Ryan. Les 2 gardes de sécurité de l'Air Force m'ont vu faire un pas en avant. Ils se fichaient de la neige ou des températures glaciales. Ils ont claqué leurs bottes violemment. Leurs lourds fusils ont claqué fermement contre leurs gilets tactiques. Un salut parfait, net et précis. Je le leur ai rendu, avec la même rigueur. Élise s'est arrêtée net. Elle a fixé les canons noirs des fusils. Puis, ses yeux ont glissé vers mon uniforme. Il n'y avait aucun ricanement sur son visage, aucun roulement d'yeux arrogant, juste une admiration pure et nue. Elle avait l'air terrifiée, et, pour la première fois en 20 ans, elle avait l'air respectueuse. Le trajet jusqu'à la maison de maman fut silencieux comme la mort. Le seul son était le battement lourd des essuie-glaces, repoussant la neige fondue épaisse du pare-brise. Le dîner ressemblait à une ville fantôme. L'atmosphère dans la salle à manger était complètement différente. Pas de musique de jazz forte en fond sonore. Pas de tintement de verre en cristal. Pas d'histoires odieuses de vantardise sur la scia. Juste le raclement lourd de l'argenterie contre les assiettes en porcelaine. Maman gardait la tête baissée. Elle repoussait un morceau de dinde sèche dans son assiette avec sa fourchette. Elle ne m'a pas regardé dans les yeux. Elle n'a pas dit un seul mot sur ma prime de risque. Elle n'a pas demandé un centime pour couvrir une facture de carte de crédit. Le distributeur automatique était définitivement fermé, et elle le savait. La dynamique de pouvoir avait violemment basculé, et elle était terrifiée à l'idée de déclencher une autre mine. Je me tenais assise en bout de table, le dos droit, les épaules carrées, observant la pièce. J'ai mangé mon repas en silence. L'horloge grand-père dans le couloir a sonné minuit. Élise a reculé sa chaise. Elle a grincé bruyamment contre le parquet. Elle s'est levée. Elle avait l'air vidée. Elle avait perdu du poids. Elle portait un simple pull gris, pas de bijoux voyants, pas de parfum floral épais et étouffant, aspirant l'air de la pièce. Ses mains tremblaient. Elle a fait le tour de la longue table en bois. La tête baissée. Elle s'est arrêtée juste à côté de ma chaise, et a posé une petite boîte en bois recouverte de velours sur la table. Je l'ai regardée. Je ne l'ai pas attrapée. On ne saisit pas aveuglément un paquet inconnu sur le terrain. Ouvre-la, a dit doucement Ryan, de l'autre côté de la table. J'ai tendu la main. Mon pouce calleux a fait sauter le loquet en laiton. À l'intérieur, se trouvait un cadre photo en métal bon marché et terni. Je l'ai sorti. Le verre était glacial contre mes doigts. Je l'ai retourné. Les bords de la photo étaient effilochés et jaunis. C'était moi, il y a 20 ans. Debout dans l'allée, portant un uniforme de cadet du ROTC, beaucoup trop grand pour moi. Debout juste à côté de moi sur la photo, il y avait Élise, âgée de 14 ans. Ses 2 mains étaient enroulées fermement autour de mon bras. Elle levait les yeux vers mon visage. Ses yeux n'étaient pas pleins de jalousie, de rancune, ou de venin. Ils brillaient d'une admiration pure et sans filtre. Je l'ai trouvée au fond de la vieille malle de maman, a murmuré Élise. Sa voix s'est brisée, produisant un son rocailleux et laid. J'ai levé les yeux vers elle. Une seule larme chaude a glissé sur la peau pâle de sa joue. Je pensais que tu étais une héroïne, a-t-elle sangloté, ses épaules tremblant violemment. Tu étais la personne la plus forte que j'ai jamais connue. Je voulais être exactement comme toi, jusqu'à ce que je réalise que je ne pourrais jamais. Elle a agrippé le bord de la table à manger, ses jointures devenant blanches, juste pour ne pas s'effondrer. Alors, je t'ai rabaissé à la place. Elle haletait, les mots s'arrachant de sa gorge. Je me suis transformé en monstre, juste pour ne pas me sentir si petite. Je suis tellement désolé, Laura. Je suis tellement désolé de t'avoir piétiné. Et là, le lourd nœud de fer dans ma poitrine, celui que j'avais porté à travers 2 décennies d'insultes et de virements bancaires, s'est finalement rompu. Un grand commandant sait comment neutraliser une menace hostile. Vous pressez la détente, et vous éliminez la cible. Mais un véritable leader sait quand baisser l'arme, et extraire un otage des décombres. Élise n'était plus une menace. Le mur narcissique était complètement démoli. Elle n'était plus qu'une enfant brisée, qui s'était perdue dans son propre ego. J'ai repoussé ma chaise. Mes bottes ont heurté le parquet. Je me suis levé.
Je n'ai pas dit un mot. J'ai juste tendu les bras, et j'ai tiré ma petite sœur tremblante contre ma poitrine. Elle a enfoui son visage dans mon épaule et a pleuré. Des larmes dures, affreuses et désespérées, se déversant dans le tissu de ma chemise. J'ai senti ses bras s'enrouler autour de mes côtes, s'agrippant à moi comme si elle se noyait. La frontière d'acier que j'avais construite était toujours là. Elle serait toujours là. Mais à l'intérieur du périmètre, la lignée sanguine était enfin assainie. Nous avons survécu à la nuit. Nous avons mangé le reste du repas dans une paix silencieuse et épuisée. Mais la paix est un luxe que l'on loue. Ce n'est pas quelque chose que l'on possède. 6 heures plus tard, le soleil a percé les nuages gris de l'hiver, au-dessus de la Virginie. Je me tenais dans le couloir étroit de mes quartiers silencieux, sur la base. J'ai fermé la fermeture éclair de mon lourd sac de sport en toile vert olive. J'ai attrapé les épaisses sangles en nylon, et je les traînais sur le sol vers la lourde porte en acier. Le pays appelait mon nom. Janvier a frappé fort. Les ordres de rotation m'ont arraché à l'hiver glacial de Virginie, et m'ont largué directement dans un haut fourneau, un avant-poste de commandement avancé au Moyen-Orient. À la surface, l'air avait un goût de sable sec, d'échappement de diesel, et de laiton usé. Mais je ne passais pas beaucoup de temps à la surface. Je vivais à 30 mètres sous terre. Un bunker en béton, renforcé par d'épaisses poutres en acier et un lourd revêtement de plomb. 6 mois. C'était la durée du déploiement. 6 mois enterrés dans l'obscurité, baignés dans la lumière bleue et maladive des écrans radars et des liaisons satellites. Le bruit, là-dessous, ne s'arrêtait jamais. Le crépitement dur et statique des radios tactiques. Le bruit sourd et rythmique de l'artillerie sortante, vibrant à travers le plancher. Le bourdonnement lourd des épurateurs d'air industriels, essayant de pousser de l'air respirable dans un tombeau de béton. Ici, on n'hésite pas. Vous regardez un point vert lumineux sur un moniteur. Vous vérifiez la signature hostile, et vous ordonnez la frappe. Vous effacez les menaces. Il n'y a aucune place pour la faiblesse, aucune place pour les remises en question. Soit vous prenez la bonne décision, soit quelqu'un rentre chez lui dans un cercueil recouvert d'un drapeau. Je me suis dirigé vers le fond du bunker. Mon service de 12 heures était enfin terminé. Je me suis assise lourdement sur le bord de mon lit de camp en toile. Mes lourdes bottes ont écrasé la fine couche de poussière recouvrant le sol en béton. J'ai fouillé dans mon gilet tactique, et j'en ai sorti le lourd téléphone satellite. Pendant 20 ans, vérifier mes messages, c'était comme attendre qu'une bombe en bord de route n'explose. C'était toujours une crise. Une carte de crédit plafonnée, une facture d'hôpital soudaine. Ma mère pleurnichant sur la nécessité pour moi de faire des compromis. Élise exigeant un autre transfert d'argent, pour financer sa fausse vie de royauté de banlieue. À chaque fois que cet écran s'allumait, cela me coûtait des morceaux de ma propre santé mentale. J'ai déverrouillé l'écran. Un nouveau message. Élise. J'ai raidi mes épaules. J'ai resserré ma prise sur le boîtier en plastique. Je m'attendais au piège. Je m'attendais à une demande d'argent. J'ai ouvert le texte. Il fait froid ici aujourd'hui. Assure-toi de rester au chaud. Ryan et moi allons bien. Sois prudente. C'était tout. Pas de culpabilisation passive-agressive. Pas de manipulation psychologique. Pas de facture jointe pour un toit qui fuit ou des vacances de luxe. Juste un message simple et ordinaire, de la part d'une sœur. J'ai fixé les lettres lumineuses dans le noir. La tumeur toxique et étouffante qui siégeait dans ma poitrine depuis 2 décennies avait complètement disparu, excisée et brûlée. La frontière avait tenu bon. J'ai posé le téléphone sur la cantine en métal. Je me suis allongé sur le matelas fin et rigide. L'artillerie martelait la terre, quelque part à des kilomètres au-dessus de ma tête, mais, à l'intérieur du périmètre, tout était calme. J'ai fermé les yeux. Pour la première fois en 20 ans, j'ai vraiment dormi. Un sommeil profond, sans rêve et ininterrompu. Les mois se sont fondus les uns dans les autres. Février, mars, avril. Mon esprit était une lame de rasoir. Quand vous arrêtez de brûler toute votre énergie à essayer de maintenir à flot une famille brisée, vous réalisez combien de puissance vous avez réellement en réserve. Je n'étais plus distraite par des avis de retard de paiement, ou des disputes hurlantes à travers l'océan. J'étais complètement concentré. Mes évaluations tactiques étaient impeccables. La coordination des frappes était exécutée avec une efficacité absolue et brutale.
Je repérais des modèles de menaces que des divisions entières du renseignement rataient. Les évaluations de performance du département de la Défense sont redescendues par la chaîne de commandement. Des scores parfaits, des taux de réussite sans précédent. J'avais passé toute ma vie d'adulte à rembourser la dette émotionnelle et financière de quelqu'un d'autre. Je m'étais saigné à blanc pour construire leur scène. Plus maintenant. J'étais enfin en train de bâtir mon propre empire. Je prenais la gloire que j'avais réellement méritée. Juin est arrivé. La chaleur à la surface était suffisante pour faire fondre les semelles en caoutchouc de vos bottes de combat. Nous étions au milieu d'un briefing massif de la force opérationnelle interarmée. L'air dans le centre de commandement était épais, tendu. Il sentait le café rassis et la sueur nerveuse. 5 officiers supérieurs du renseignement se tenaient autour de la lourde table des cartes en métal, se disputant au sujet de l'extraction d'une cible de grande valeur en territoire hostile. Je me tenais en bout de table, le dos droit, les épaules verrouillées. Je les regardais se disputer, mes yeux scannant les cartes topographiques, attendant le moment exact pour les faire taire et donner l'ordre final. La lourde porte en acier du bunker s'est soudainement ouverte avec un clic. Toutes les têtes dans la pièce se sont relevées d'un coup. On n'interrompt pas un briefing tactique à huis clos. On ne brise pas ce protocole. Le capitaine Leila Moreno est entrée dans la pièce. Elle n'a pas regardé les autres officiers. Elle a marché droit devant eux. Ses bottes de combat résonnaient sèchement contre le sol en béton. Elle s'est arrêtée juste en face de moi. Moreno est un mur de pierre. Elle ne sort jamais de son personnage. Mais, à cet instant précis, debout dans une pièce pleine d'hommes stressés et en sueur, elle arborait un large et rare sourire, s'étirant sur son visage. Elle tenait quelque chose entre ses mains. C'était une petite boîte en chêne poli. Elle ne me l'a pas tendue. Elle s'est penchée en avant, et l'a posée directement au centre de la table des cartes, juste au-dessus des coordonnées de quadrillage hostile. Nous venons de recevoir une transmission cryptée directe, a déclaré le capitaine Moreno. Sa voix coupait le silence de mort de la pièce. Directement des chefs d'état-major interarmés, au Pentagone. J'ai baissé les yeux vers le bois sombre de la boîte. La boîte en chêne poli reposait au centre exact de la carte topographique, juste sur une coordonnée rouge ennemie. Personne dans le bunker ne respirait. Les lourds épurateurs d'air industriel bourdonnaient en arrière-plan, poussant de l'air froid dans la pièce souterraine. J'ai fixé la boîte. Le gigantesque moniteur sécurisé, fixé au mur de béton, s'est soudainement mis à grésiller avant de s'allumer. L'écran radar bleu a disparu, remplacé par un flux haute définition provenant d'une salle de conférence sécurisée à Arlington, en Virginie. Le Pentagone. Assis en bout d'une longue table en acajou, se trouvait le général Thomas Keane. Derrière lui siégeaient les chefs d'état-major interarmés, un mur solide de haut gradé 4 étoiles. Je me suis mis au garde à vous, le dos droit, les épaules verrouillées. Les 5 autres officiers supérieurs dans le bunker ont instantanément fait de même, leurs bottes claquant durement contre le sol en béton poussiéreux. Repos, a grondé la voix de Keane, à travers les lourds haut-parleurs du bunker. Le grain dans sa gorge était incomparable. Il s'est penché en avant, posant ses avant-bras massifs sur la table. Colonel Brown, a dit Keane, ses yeux se verrouillant sur l'objectif de la caméra. J'ai lu les rapports de fin de mission. Votre précision tactique au cours des 6 derniers mois est inégalée. Votre discipline a sauvé la vie d'un nombre incalculable d'opérateurs dans ce bac à sable. Vous avez tenu la ligne quand cela comptait le plus. Il a fait une pause. Le silence dans la pièce souterraine était assourdissant. Mais vous avez dépassé ce grade, a poursuivi Keane. Sa voix a baissé, portant le poids écrasant d'un commandement massif. Il est temps pour vous de porter un fardeau plus lourd. Keane a hoché la tête en direction de l'écran. Capitaine Moreno, ouvrez-la. Leila Moreno s'est avancée vers la table. Elle a tendu la main, et a déverrouillé le petit loquet en laiton de la boîte en chêne. Elle a basculé le couvercle en arrière. J'ai baissé les yeux. Ce n'était pas l'aigle en argent d'un colonel. Reposant sur un lit de velours sombre, il y avait une étoile à 5 branches en argent massif. Félicitations, général de brigade Laura Brown, a déclaré Keane. Il s'est levé de son lourd fauteuil en cuir. Toute la rangée des hauts gradés du Pentagone s'est levée avec lui. Keane a levé sa main droite dans un salut lent et acéré comme une lame. J'ai levé la main et le lui ai rendu. Mes doigts ont tremblé pendant une fraction de seconde, avant de se verrouiller en place. Le général Keane a donné l'ordre via la transmission.
Épinglez-la. Moreno a ramassé la lourde étoile d'argent. Elle s'est placée juste en face de moi. Elle a levé les mains vers mon col camouflé, a retiré l'ancien aigle, et a poussé les broches métalliques pointues de l'étoile, directement à travers l'épais tissu. Le métal froid a pressé durement contre ma clavicule. Un ancrage physique, une marque permanente. Elle a reculé d'un pas et a salué. Chaque officier dans le bunker de béton s'est mis au garde à vous. Ils ne se sont pas contentés de saluer. Ils ont explosé. Des applaudissements nourris, des acclamations, le son brut et sans filtre de vétérans de combat honorant l'un des leurs. Le bruit a rebondi sur les épais murs de béton, couvrant le bourdonnement des serveurs et le bruit lointain de l'artillerie. 20 ans. 2 décennies à manger de la poussière, à saigner dans le sable, et à ravaler ma fierté pendant que ma famille me traitait comme un distributeur automatique cassé. J'avais survécu aux éclats d'obus. J'avais survécu aux manipulations psychologiques. J'avais fait le travail dans l'ombre. Et maintenant, la grandeur appelait enfin mon nom. Je suis sorti du bunker. J'avais besoin d'air. J'ai gravi les lourds escaliers en acier, et j'ai poussé la trappe renforcée menant à la surface. La chaleur sèche et brutale du désert du Moyen-Orient a frappé mon visage. C'était le milieu de la nuit. Des millions d'étoiles brûlaient comme un feu blanc à travers le ciel d'encre. J'ai sorti le téléphone satellite de mon gilet tactique. J'ai composé l'indicatif de Virginie. C'était le milieu de la matinée, aux États-Unis. La ligne a cliqué, sifflant avec la connexion cryptée. Laura. C'était Élise. Elle a répondu à la première sonnerie. Pas de profond soupir, pas de salutation passive-agressive. Juste mon nom. J'ai pris une lente et profonde inspiration de l'air sec du désert. J'ai regardé le ciel infini. Et, ai-je dit, la voix stable. J'ai une nouvelle. Le Pentagone vient de me faire monter en grade. Une courte pause sur la ligne. Monter en grade? Ouais, ai-je répondu. J'ai laissé ma main reposer sur l'étoile d'argent froide épinglée à mon col. Une étoile, générale. Il y a eu une seconde de silence absolu et total. Puis, le haut-parleur a explosé. Ce n'étaient pas les hurlements amers et jaloux de Thanksgiving. C'était un cri massif, perçant, de joie pure et inaltérée. « Oh mon Dieu !» a hurlé Élise. Le téléphone a glissé entre ses mains. Je pouvais l'entendre sprinter dans un couloir, sa voix résonnant follement. « Maman, Ryan, venez ici. » Laura est passée générale. Oh mon Dieu, c'est un général. Je pouvais entendre le chaos absolu éclater dans la maison de ma mère. J'ai entendu Ryan crier d'incrédulité. J'ai entendu ma mère pleurer, non pas les larmes manipulatrices et coupables qu'elle utilisait autrefois comme arme, mais de véritables larmes de fierté authentique. Il m'acclamait. Pas pour mon chèque de paie, pas pour ce que je pouvais leur acheter. Ils acclamaient la femme que j'étais devenue. J'ai éloigné le téléphone de mon oreille. Je me tenais dans la poussière, écoutant les petits cris de joie résonnant dans le haut-parleur en plastique. Un lent sourire s'est dessiné sur mon visage. La guerre était terminée. J'étais le général de brigade Laura Brown, un commandant protégeant une nation, et une femme qui avait traversé l'enfer pour récupérer sa propre dignité. Écoutez-moi bien. Si vous êtes assis là en ce moment, laissant votre propre lignée vous traiter comme un distributeur automatique sans cervelle. Si vous laissez leurs égos arrogants écraser votre esprit, juste pour maintenir la paix. Levez-vous. Coupez la ligne d'approvisionnement. Établissez un périmètre en acier massif. Parfois, la cruauté calculée est le plus grand acte d'amour que vous puissiez leur offrir. Et plus important encore, c'est le respect que vous vous devez à vous-même. Si vous êtes prêt à arrêter de saigner pour des gens qui ne respectent pas vos cicatrices, et si vous êtes enfin prêt à vous battre pour votre propre dignité, faites-moi une faveur. Laissez le mot liberté dans les commentaires, dès maintenant. Faites-moi savoir que vous reprenez votre vie en main. Je vous verrai sur les hauteurs.